d'être venu. Ah, on va couper. C'est bon, c'est bon. Juste quitter ça. Vous voyez le message qui apparaît sur mon écran ou vous ne le voyez pas, vous? Oui. Non. C'est bon. Hop. Allez, c'est parti. Donc, du coup, aujourd'hui, on a décidé avec David, Simon et puis le bureau du club de vous faire une petite visio sur les différents principes fondamentaux de l'entraînement. L'idée, c'est en plus des plans d'entraînement que le club vous propose pour préparer les différents objectifs club, c'est de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment on organise un plan d'entraînement et surtout comprendre ce que vous faites, mais surtout pouvoir, si vous le prenez en cours de route ou si vous vous blessez, ou ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais c'est des choses qui arrivent, pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout éviter les erreurs courantes qu'on peut rencontrer, reprendre trop fort ou trop vite, par exemple. Il y en a plein. Mais voilà, l'idée, c'est de vous donner encore plus de billes, encore plus de clés pour individualiser au mieux votre entraînement et puis vous permettre de réaliser une bonne saison et puis aussi de comprendre un petit peu ce que vous faites à l'entraînement. Je pense que c'est important de ne pas juste suivre bêtement, des fois, de comprendre un petit peu le sens de ce qu'on fait. C'est important et je pense que ça permet aussi de progresser d'une meilleure manière. Donc voilà un petit peu l'objectif aujourd'hui. Il va y avoir des petites parties un peu théoriques, mais l'idée, c'est qu'il y ait surtout des échanges, qu'on ne reste pas trop dans le cadre, on n'est pas en cours à la fac. L'idée, c'est que ça reste quand même très axé terrain, donc n'hésitez pas à me couper, à me poser des questions, à moi ou à David et Simon d'ailleurs, et même aux autres. Hein. Vous êtes nombreux à faire de l'entraînement depuis longtemps, vous avez tous aussi des connaissances et vos propres expériences, donc ne pas hésiter à partager aussi, à me couper, à intervenir. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, attendez pas forcément la fin. Voilà, si pendant qu'on est sur une slide, sur un thème, vous avez des questions sur ce thème-là, posez-les directement. Ce sera plus simple. Pour commencer, du coup, la visio, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est l'entraînement, une définition assez générale. C'est Georges Cazorla, alors, il y en a plein des définitions, mais en 2005, qui disait que l'entraînement, c'est la somme en fait, des exercices adaptés à une intensité progressivement croissante qui va permettre d'aboutir par des modifications biologiques, physiques et techniques à la réalisation de la plus haute performance possible. À 19h, j'ai oublié. Si vous pouvez couper juste votre micro, désolé. Robin, je te présente Robin, mon petit jeune. Salut. Vas-y Robin, tu peux réactiver ton micro. Vu que je vois pas ma souris, c'est pas simple si tu me mets les... Désolé. Donc voilà, pour la définition un petit peu théorique, maintenant on va passer un peu plus sur l'opérationnel, le concret. Concrètement, l'entraînement, il vise à solliciter en fait l'organisme pour perturber son équilibre. L'idée, c'est que pour faire face à cette perturbation, votre organisme il va s'adapter avec pour effet une amélioration de la capacité de performance. Il y a un truc qu'il faut comprendre qui est très simple, c'est que le corps humain, il est feignant. Donc, si vous lui imposez un stress, un entraînement, c'est un stress pour l'organisme. Ça va lui permettre, en fait, à cet organisme, ça va le stresser, donc il va perdre en forme, ça va créer de la fatigue. Et pour contrer cette fatigue, votre corps, il va s'adapter. Et cette adaptation, ça va permettre une amélioration de ses capacités. Donc, on voit amélioration des capacités fonctionnelles de l'organisme, donc amélioration des performances. D'accord. Ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que oui, l'entraînement, ça va vous permettre de progresser, mais c'est surtout l'adaptation de cet entraînement qui va vous permettre de progresser. Et pour s'adapter à cet entraînement, il faut récupérer. D'accord. Donc, ça va être une des clés aussi de cette visio aujourd'hui, de comprendre qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais il y a aussi la récupération qui fait une partie intégrante de cet entraînement. Pour schématiser un petit peu tout ça, on va parler de la surcompensation.
ça reprend un petit peu les éléments qu'on a vus juste avant. Vous voyez notre beau cycliste là sur le schéma qui a un niveau de performance de base qui est la ligne bleue là au niveau de ses roues. Et à ce cycliste, en fait, on va lui imposer un entraînement, donc une séance de PMA par exemple. Cette séance, comme je vous disais, elle va créer de la fatigue. Donc là, on est dans la première phase que vous pouvez voir, la phase en noir. Cette fatigue, du coup, elle va lui faire une perte de son niveau de performance de base. D'accord? Si vous faites une séance, voilà, ceux qui étaient à la séance home trainer mardi, vous avez fait une séance, ça a créé de la fatigue. Si je vous demande de refaire la même séance 10 minutes après, vous n'allez pas pouvoir la faire. Vous allez être moins bon qu'avant la séance. D'accord? Ce n'est pas forcément logique dit comme ça. Mais voilà, l'entraînement, ça vous rend moins fort. Sur le principe. Une séance d'entraînement, directement après, elle vous fatigue, elle vous rend moins performant. Ensuite, on a une deuxième phase, qui va être la phase de récupération, qu'on voit en jaune sur le schéma. Cette phase de récupération, elle va vous permettre de retrouver progressivement votre niveau de performance de base, votre niveau d'avant-séance. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'après un certain temps de récupération, on va passer dans une troisième phase qui va s'appeler la phase de surcompensation, où là, on va augmenter notre niveau de performance, on va améliorer notre niveau de performance, et donc on va passer au-dessus, vous voyez, de cette ligne de performance de base. On va arriver à, quelques temps après, à cette surcompensation maximale, et ensuite, on voit que progressivement, avec le temps, notre niveau de performance, il rediminue. Et donc, si on ne remet pas une séance d'entraînement, et progressivement, on va avoir une perte des adaptations et on va perdre notre niveau jusqu'à ce qu'on appelle le désentraînement. D'accord ? Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est ce cycle où on fait une séance d'entraînement, on crée de la fatigue, donc on perd notre niveau d'entraînement, on récupère progressivement notre niveau de forme, on remonte, on surcompense, et au moment où on a surcompensé, c'est qu'on a suffisamment récupéré. En fait, c'est là que ça va être intéressant de tout simplement remettre une charge d'entraînement pour recréer un petit peu de fatigue, puis remonter. Puis comme ça, progressivement, vous allez voir sur les schémas après, que je vous montrerai, qu'on va créer, qu'on va monter en forme tout au long de la saison. Alors, je vois qu'il y a des discussions. Peut-être, Simon, tu peux me dire s'il y a quand il y a des messages comme ça, parce que moi, j'ai un peu de mal à aller les voir vu que je n'ai pas ma souris. Si c'est des questions ou autres. Alors, j'ai Nicolas qui pose une question, c'est as-tu une idée de l'échelle de temps? Ouais. Donc là, je pense, après, on va expliquer les cycles. Ouais. Alors en fait, si j'ai bien compris la question, c'est le temps entre chaque séance d'entraînement. Je ne sais pas si… Ouais, ou le temps qui correspond un peu à ton schéma. Tu vois, tu as une échelle performance, À chaque phase, tu veux une dire, échelle temps, et à ouais. chaque phase… voilà. Ouais. En fait, c'est hyper variable. Ça dépend en fait du type de sollicitation que tu fais. C'est-à-dire que tu ne mettras pas le même temps à récupérer d'une séance de sprint que d'une séance de VMA ou que d'un footing. Pourtant, c'est toutes des séances d'entraînement. Pour ça, il y a un tableau. Là, je ne l'ai pas mis dans le diapo, mais je pourrais le retrouver et vous l'envoyer si besoin. Il y a un tableau qui existe, qui répertorie en fonction de la sollicitation, soit aérobie ou anaérobie, donc VMA ou lactique, etc., au niveau du type de séance que vous allez faire, le nombre de jours ou d'heures de récupération nécessaires avant de ressolliciter cette filière. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question, mais voilà. Après, très franchement, très honnêtement, on peut partir du principe de base que quand on fait une grosse séance, il faut respecter au moins 2 jours de repos. Enfin, de repos. Quand je dis repos, c'est sans grosse séance. Ce qu'on appelle les grosses séances, c'est tout ce qui va être VMA, PMA ou seuil haut. Voilà, il faut au moins 1 ou 2 jours de récupération sans grosse intensité derrière pour pouvoir surcompenser. C'est pour ça qu'on répartit les séances sur la semaine avec généralement une grosse séance, par exemple, le lundi. La deuxième séance, elle sera plutôt le jeudi, par exemple. Et puis une troisième, pourquoi pas le samedi. Voilà, on respecte 1 ou 2 jours de récupération entre chaque grosse séance. Ce qui n'empêche pas de pouvoir faire des footings à basse intensité, du renforcement musculaire, ou ce genre de choses entre chaque. Quand c'est fait intelligemment et quand le corps ne nous envoie pas de signaux pour nous dire stop. Il faut savoir s'écouter aussi. Je vois qu'il y a une autre question. Oui, c'est en gros la question de Nicolas, c'était aussi combien de temps arrive la surcompensation après toutes les phases de travail, la phase 2 sur ton schéma. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est variable en fonction du type de sollicitation. Y a pas de… Puis c'est hyper variable aussi en fonction des individus. Mais voilà, là, il faut comprendre ça. On est sur quelques heures à quelques jours. Ça ne se passe pas sur
sur des semaines ou des mois à l'échelle d'une séance d'entraînement. Après, il se passe la même chose au niveau des cycles d'entraînement. C'est-à-dire que si on prend sur une séance, vous allez faire votre séance, par exemple, lundi soir, course à pied, séance de VMA. Vous allez être fatigué le mardi. Si vous ne faites rien le mardi, vous allez bien récupérer. Et le mercredi, théoriquement, vous allez être dans votre zone de surcompensation maximale. D'accord ? Ça fonctionne aussi à l'échelle des cycles d'entraînement. C'est ce qu'on fait notamment sur les plans que j'envoie, où on a 3 semaines où la charge d'entraînement va augmenter progressivement et une 4e semaine où on récupère. L'idée, c'est pareil. C'est que tout au long des 3 semaines, on va créer de la fatigue. Donc, votre niveau de forme va descendre et votre fatigue va augmenter. D'accord ? Et sur la 4e semaine, ça va s'inverser. C'est-à-dire que votre niveau de forme va augmenter puisque votre niveau de fatigue va diminuer. D'accord ? C'est ça l'idée. Donc, ça marche à l'échelle d'une séance, ça marche à l'échelle d'une semaine d'entraînement, ça marche à l'échelle d'un cycle d'entraînement et ça marche aussi à l'échelle d'une saison. C'est-à-dire qu'une saison, on commence par une phase de reprise progressive, puis une période où on va mettre beaucoup de volume, puis beaucoup d'intensité. Et après, une fois qu'on a atteint, on arrive au niveau de la compétition, on va faire ce qu'on appelle un affûtage, donc diminuer progressivement l'entraînement pour surcompenser. Puis ensuite, on va récupérer complètement, perdre un petit peu les adaptations et recommencer. Ouais, c'est un cycle sans fin qui fonctionne au niveau d'une séance, d'une semaine d'entraînement, d'un cycle d'entraînement, d'une saison et au-delà même d'une carrière. Si tant est qu'on en ait une. Mais vous avez compris l'idée. Donc voilà. Si c'est... Alors, de toute façon, vous allez voir, là, on va aborder tous les principes, donc on va revoir ça. Là, c'est vraiment en introduction. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents principes fondamentaux de l'entraînement. Et on va commencer par le principe d'efficacité de la charge d'entraînement. Le principe d'efficacité de la charge d'entraînement, l'idée, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir une charge d'entraînement qui doit être suffisante, qui va dépasser en fait un certain niveau, donc qui doit être supérieur au niveau de sollicitation habituel, afin de provoquer une augmentation de votre capacité de performance. D'accord ? Concrètement, quelqu'un qui va s'entraîner, je prends un exemple simple, 3 fois par semaine en course à pied, par exemple. D'accord ? Donc, il va faire toutes les semaines un footing le lundi, une séance de VMA le mercredi, il va faire 10 fois 400, et le samedi, il va faire une sortie longue, 1h30. Là, il y a des gens qui font ça, et toutes les semaines, ils vont faire la même chose. Alors, au début, ils vont progresser. Et après, comme je vous expliquais au début, le corps, il est feignant. Donc, le corps, il va s'adapter à ça. Et une fois qu'il s'est adapté, si on n'augmente pas le stimulus, et bien, ce qui se passe, c'est que la charge elle va devenir insuffisante. Ce qui était suffisant au départ pour vous faire progresser, à force des années, même des semaines des fois, cette charge d'entraînement elle va devenir insuffisante. Si la charge d'entraînement est insuffisante, on n'a plus de perturbation de l'organisme, donc on n'a pas d'adaptation, et donc on va avoir une stagnation de notre niveau ou une régression. C'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui disent je ne comprends pas, moi ça fait 4 ans que je nage ou que je cours ou que je roule 2 fois par semaine, et 4 ans que je ne progresse plus. En fait, c'est peut-être que votre corps il s'est adapté à ce que vous faites et que maintenant, si vous ne lui proposez pas autre chose, soit plus d'entraînement, mais des fois, ce n'est pas possible avec son calendrier, donc des fois, il faut faire des séances plus difficiles. Si l'année dernière, je faisais 10 fois 400 en 1-12, peut-être que cette année, il va falloir que je fasse 12 fois 400 en 1-12, donc rajouter des répétitions ou garder 10 fois 400, mais les faire peut-être en 1-10 ou 1-8. Voilà, complexifier. C'est pour ça que je dis que ce principe, derrière, il doit prendre en compte la nature de l'exercice. Donc la nature de l'exercice, ça va être du travail continu ou du travail intermittent ou tout simplement de la course à pied ou du vélo ou du cyclisme. Ça va être l'intensité du travail. Est-ce que je me situe à 100% de ma VMA ou à 60% de ma VMA ou à 120% de ma VMA? La durée de l'exercice, si je le fais sur 10 minutes, si je le fais sur 1h30, le nombre de répétitions et puis aussi la récupération entre les répétitions si on a une séance en intermittent. Si je prends des exemples simples, alors, on va faire un petit rappel avant sur les filières énergétiques avant d'attaquer ça. On a 3 filières énergétiques. Le corps humain a 3 filières énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, globalement, on a une filière aérobie, ce qu'on appelle la filière aérobie. C'est la filière, on va dire, la plus utilisée pour nous en triathlon. C'est ce qui va durer de 4-5 minutes, même un peu moins, jusqu'à l'infini en termes de temps d'effort, en termes de durée d'effort. On va avoir ce qu'on appelle la filière anaérobie lactique et la filière anaérobie alactique. Ça, c'est des efforts qui vont être beaucoup plus courts. Sur l'alactique, c'est du sprint, donc quelques secondes.
jusqu'à 10-15 secondes maximum. Donc, c'est du sprint. Un Usain Bolt sur son 100 mètres, c'est cette filière-là qu'il utilise. Et la filière anaérobie lactique, ça va être des efforts un poil plus longs de 15-20 secondes jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes. Quelqu'un qui va faire un 800 mètres en course à pied, par exemple, quelqu'un qui va faire un 200 mètres en natation, par exemple, ou 1 kilomètre sur piste en cyclisme. Voilà, ça, c'est les différentes filières. Peu importe, on ne rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque filière, on va avoir la puissance de cette filière et la capacité de cette filière. La puissance, si on peut prendre l'image d'un robinet, la puissance de votre filière, c'est on va dire la puissance du volume d'eau qui va sortir de votre robinet. Si l'eau elle sort à un gros débit, c'est le débit de sortie de l'eau. La puissance, si on a un gros débit, on a une grosse puissance. Si on a un tout petit débit, ça coule goutte à goutte, on a une faible puissance. La capacité, ça va être la taille de votre réservoir d'eau. Je ne sais pas si tout le monde a bien l'image. Vous avez votre robinet, le réservoir d'eau. On peut avoir un gros réservoir, mais un tout petit débit. Ça coule goutte à goutte. Et au contraire, on peut avoir un tout petit réservoir, mais par contre qui se vide très, très rapidement. Quand on a un petit réservoir, mais qui sort très rapidement, ça, c'est le sprint. C'est notre filière anaérobie lactique. L'inverse, en triathlon, on est plutôt sur de l'aérobie. Et là, on a plutôt une faible puissance, entre guillemets, mais une grosse capacité. On ne va pas forcément très vite, mais on peut courir très longtemps. Ça, c'est notre filière aérobie. Mais au sein de cette filière aérobie, on peut aussi aller plutôt vite, sur peu de temps. Par exemple, quand on est à VMA, on va vite, entre guillemets, sur 4-5 minutes. Donc, c'est relativement peu. Mais on peut aller aussi beaucoup plus lent que notre VMA, à 60% de cette VMA, mais courir pendant 3 heures. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. S'il y a des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que pour développer ces filières, on va chercher un développement au niveau de la puissance, mais aussi au niveau de la capacité. Pour développer notre puissance, donc là, sur ce qui nous intéresse, nous, en triathlon, ça va plutôt être la PMA, la VMA. Si on veut développer cette puissance, il va falloir faire des exercices à notre intensité maximale de ce processus. Attention, ce n'est pas l'intensité maximale qu'on est capable de produire. Ça, c'est du sprint. Si on travaille en sprint, on va progresser en sprint. On ne va pas progresser sur notre VMA, en course à pied. Si je prends l'exemple en natation, là, en ce moment, récemment, on a fait les tests 400 mètres. Et derrière, on a travaillé sur, pour certaines lignes, 10 fois 25 mètres à l'allure de notre 400. Il y a des gens, ils allaient 10 secondes plus vite. Ils disaient, ouais, mais je suis capable de le faire. Donc, je le fais. Parce que mon objectif, je viens à la séance, j'ai envie d'en chier, entre guillemets, j'ai envie d'aller à bloc. Je comprends. Mais le problème, c'est que si vous voulez progresser sur une certaine filière. Il faut être conscient de pourquoi on fait cette séance. Je fais cette séance de 10 fois 25 mètres à l'allure de mon test 5 minutes pour développer ma performance sur ce test 5 minutes. Si je vais plus vite, je ne travaille pas à la bonne allure. Donc, je ne vais pas progresser. Je vais progresser en sprint, mais je ne vais pas progresser sur mon test 5 minutes. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut travailler à l'intensité maximale du processus, donc de la filière énergétique qu'on veut travailler, sur une durée inférieure. C'est pour ça qu'on ne fait que des 25 mètres et qu'on ne refait pas un test 5 minutes toutes les semaines. Ça ne servira à rien. Mais par contre, on va pouvoir travailler plus longtemps. Je me suis trompé d'ailleurs, j'ai mis durée inférieure à la durée maximale du processus. C'est une durée inférieure, effectivement, oui, mais plus longtemps. Par exemple, sur l'exemple que j'ai mis, développement de la puissance aérobie, on fait 2 séries de 8 fois 30-30. Exemple basique en course à pied. Si notre test VMA, on peut le tenir 5 minutes, si je vous demande de faire votre allure VMA pendant 5 minutes, vous allez être capable de le faire 5 minutes. Vous ne serez pas capable de le faire 6 ou 7 minutes. Ça va être trop long. Par contre, si on fractionne en 30 secondes, déjà, on va être capable de courir à 110% de notre VMA. Et en plus, on va pouvoir faire 2 fois 8 répétitions de 30 secondes. Donc, ça fait 8 minutes de travail en tout. C'est-à-dire que sur notre séance, grâce au fractionnement, on a pu courir pendant 8 minutes à une allure supérieure à notre VMA, ce qu'on n'aurait pas pu faire en étant tout le temps sans pause. Donc, l'idée, c'est de maximiser le temps de travail à notre VMA pour améliorer cette filière et améliorer ensuite nos résultats. C'est le même principe sur la capacité. C'est des exercices qui sont faits à une intensité inférieure à l'intensité maximale du processus. Donc, en course à pied, on va aller courir moins vite que notre VMA, mais par contre, on va courir plus longtemps que notre temps de maintien de VMA, donc plus longtemps que 5 minutes. Par exemple, si on veut travailler au seuil, ce qu'on appelle le SV2, globalement, c'est autour, pour la plupart des gens, autour de
entre 10 et 15 km, si on arrondit, on a schématisé, donc autour de 90% de votre VMA. Mais là, vous allez être capable de courir, par exemple, 5 fois 10 minutes à 90% de cette VMA sur une séance, au lieu de 5 minutes à 100%. D'accord ? Pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter. Et sinon, on continue. Un deuxième principe, c'est le principe de réversibilité. Le principe de réversibilité, en fait, l'idée, c'est que notre charge d'entraînement qu'on a vue, elle doit être continue, elle doit être régulière. Sinon, on va avoir ce qu'on appelle une réversibilité des adaptations, donc une annulation de nos adaptations. On a vu que quand on faisait un entraînement, notre corps, il était fatigué, il s'adaptait et il devenait meilleur. Mais si derrière, on ne refait rien, cette adaptation, elle ne reste pas à l'infini. Ce n'est pas parce que j'ai fait 10 fois 400 il y a 3 ans que j'ai progressé sur mon test VMA. D'accord ? Il faut le refaire régulièrement. Parce que le corps, il est feignant, donc il s'adapte, mais il est aussi feignant. Si on ne lui propose plus rien, il se laisse aller, il va dans le canapé, il boit des bières et il mange des chips. Et ça, par contre, il devient meilleur pour ça, mais il devient moins bon pour la course à pied, okay, ou le triathlon. Donc l'idée, c'est que la charge d'entraînement, elle doit être continue, régulière, sinon on a une réversibilité, une annulation de nos adaptations, et donc on a ce qu'on appelle le désentraînement. Le risque, donc, c'est de régresser, de perdre nos adaptations. Au contraire, si on a un entraînement qui est régulier, on va avoir une amélioration cumulative des paramètres de la performance. Cumulative, pourquoi ? Si on a un entraînement régulier avec des séances de fractionnés, des séances d'endurance fondamentales, des sorties longues, et chacune de ces séances va permettre des adaptations spécifiques. Et en faisant tout ça, on va avoir une amélioration cumulative, c'est-à-dire qu'on va s'améliorer sur notre VMA, sur notre endurance fondamentale, sur notre capacité à courir longtemps. Et tout ça, ça va se cumuler et ça va faire de nous un meilleur sportif sur le long terme. Et donc, si on a un manque de régularité, on a une annulation de tous ces effets de l'entraînement. Okay, ça, c'est le principe de réversibilité. Robin, ouais. J'aimerais bien savoir au bout de combien de temps on peut commencer à parler de désentraînement et de perte de ta VO2 max. Ouais, alors pour la VO2 max, je n'ai plus les temps exacts, mais globalement, les premières adaptations, elles sont au bout d'une semaine, à 4 à 6 jours, pour les premières pertes d'adaptation. Pareil, il y a des articles scientifiques là-dessus. Là, je ne les ai pas mis dans le diaporama, je ne les ai pas en tête parce qu'on ne va pas aussi loin. Je pourrais te les retrouver si tu veux. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on a un petit pépin musculaire, une petite contracture. Contracture, c'est 3-4 jours d'arrêt et on peut reprendre généralement si on ne force pas dessus. La plupart des gens, ils se disent « Ah, j'ai mal, mais non, je ne m'arrête pas, sinon je vais tout perdre. » Soyez conscient que si vous vous arrêtez une semaine, ce que vous allez perdre, c'est plutôt vos sensations. Vous n'allez pas perdre finalement votre niveau d'entraînement, votre niveau physiologique, vous n'allez pas le perdre en une semaine. Si vous vous arrêtez une semaine et que vous reprenez directement, il n'y aura pas de perte. Il y aura juste des pertes de sensations. Ça va vous falloir 2-3 séances pour retrouver vos sensations, mais c'est tout. Vous n'allez pas perdre votre niveau concret. Les premières pertes au niveau physio, ça va arriver au bout de 4 à 6 jours. Mais ça va être, par exemple, je ne sais pas si c'est celle-là exactement, mais ça va être le débit sanguin, par exemple, qui va être diminué. Au bout de 2 semaines, vous allez peut-être avoir d'autres pertes. Il y a des pertes qui vont peut-être se faire au bout d'un mois seulement. Donc, il faut du temps avant de vraiment perdre son niveau. Mais si vous vous arrêtez une semaine, concrètement, vous n'allez pas perdre votre niveau de forme. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Manu. C'est exactement ça. Merci, Robin. Parfait. Mais du coup, je pourrais te retrouver, n'hésite pas à me renvoyer un message, je pourrais te retrouver exactement il y a un tableau que j'ai avec toutes les adaptations que le corps humain a grâce à l'entraînement et au bout de combien de temps, sans sollicitation, on a des pertes. Au niveau des principes de récupération, principe suivant, il y en a encore d'autres. Le principe de récupération, principe très important et trop peu fait ou trop fait des fois aussi. Il faut faire attention. Il faut savoir que le repos, il fait partie intégrante du processus d'entraînement. C'est ce que j'expliquais au départ. Si vous vous entraînez, ça crée de la fatigue. Je reprends à chaque fois, je suis sûr que ça rentre bien. Si vous vous entraînez, vous créez de la fatigue. Si vous ne récupérez pas derrière, vous ne surcompensez pas et vous ne progressez pas. Donc, à vouloir trop en faire des fois pour être meilleur, en fait, on devient de moins en moins bon. C'est dommage. Le risque, en fait, c'est le surentraînement. Si les temps de récupération en fait, sont trop courts entre 2 sollicitations, entre 2 entraînements, on n'a pas de surcompensation ni de récupération. On a donc une installation de la fatigue et une diminution des performances.
comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai mis sur la diapo, on a une première séance d'entraînement. En fait, on reprend le principe de notre petit vélo de tout à l'heure avec le niveau d'entraînement de base sur le vélo qui est tout en haut. On met une séance d'entraînement. On a donc notre niveau de base qui diminue. Vous voyez la petite zone noire. Normalement, on est censé ne pas se réentraîner, récupérer, revenir au niveau de notre ligne noire, surcompenser. Vous voyez que là, ce qui se passe, c'est que notre cycliste, avant d'avoir surcompensé, avant d'avoir totalement récupéré, il se remet une grosse séance d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe du coup? Il continue à reperdre son niveau, à recréer de la fatigue encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à arriver à un certain stade où là, on bascule dans ce qu'on appelle le surentraînement. Et croyez-moi, quand on arrive dans le surentraînement, il ne suffit pas de faire une semaine de repos pour que ça s'annule. D'accord? Le surentraînement, ça peut être grave, ça peut même être dangereux pour la santé. Je ne vais pas vous faire une liste de tous les symptômes ici. Même le surentraînement, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas encore, on va dire, scientifiquement connu et maîtrisé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est mauvais. Et quand on arrive là-dedans, il faut un temps fou pour s'en sortir. Et quand je parle d'un temps fou, je parle de plusieurs mois jusqu'à une année. D'accord? Donc, quand on tombe vraiment dans le surentraînement, là, vous pouvez oublier les performances et les compétitions, même l'entraînement pendant un bon bout de temps. Et ça va jouer non seulement sur votre vie sportive, mais ça va jouer sur votre vie perso, donc votre travail, votre famille, etc. Vous allez être plus irritable, fatigué, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Et nous, c'est notre rôle aussi en tant qu'entraîneur et en tant que club de vous avertir sur ça et de faire bien attention à ne pas trop en faire. Surtout qu'il n'y a pas que l'entraînement. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un qui va travailler 50 heures dans la semaine et qui va en plus aller s'entraîner, ce n'est pas parce qu'il a fait que 3 entraînements qu'il n'a rien fait. D'accord? Vos 50 heures de travail, ça crée aussi de la fatigue, ça crée aussi une charge qui n'est pas une charge d'entraînement, mais qui est quand même une charge pour votre corps et votre esprit. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans votre programmation d'entraînement et dans la définition aussi de vos objectifs derrière. Voilà. Quelqu'un qui veut se préparer pour un Ironman, s'il sait qu'il a une année chargée au boulot, voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution des fois, ou alors il faut bien s'organiser et voilà, prendre en compte un petit peu tous ces aspects-là avant de se lancer des fois dans des défis qui peuvent être trop ambitieux. D'accord. Voilà pour le principe de récupération. Il y a quand même un cas particulier qui s'appelle la super surcompensation. Là, on rentre quand même dans le cas d'un sportif aguerri. D'accord? Excusez-moi. Dans le cas d'un sportif aguerri et expert, entre guillemets. Voilà, quelqu'un qui commence le triathlon cette saison, voilà, ça, c'est pas pour lui. Quelqu'un qui s'entraîne 2-3 fois par semaine, c'est pas non plus pour lui, ça sert pas à grand-chose. L'idée, c'est qu'en fait, si on reprend notre schéma, on va reprendre celui-là, il est plus simple, c'est qu'on peut créer une grosse fatigue d'entraînement si elle est volontaire, si elle est maîtrisée. C'est-à-dire qu'on peut refaire une séance avant d'avoir complètement récupéré, en refaire une deuxième, puis une troisième, d'accord? Et ensuite, faire une récupération qui sera beaucoup plus longue que si on n'avait fait qu'une séance, par contre. Okay. L'idée, c'est que comme vous voyez sur ce schéma-là, une grosse séance, avant d'avoir récupéré, on en refait une deuxième, avant d'avoir récupéré complètement, on en refait une troisième, donc on a une énorme fatigue qui va se créer, mais derrière, on fait une énorme récupération. Là, pour faire ça, il faut aider le corps, donc il va falloir mettre par exemple des chaussettes de contention, il va falloir faire de la cryothérapie, il va falloir mettre les jambes en l'air, d'irrigation, des soins de kiné, des choses comme ça, aider le corps à récupérer. Et là, on va avoir une surcompensation qui va être maximisée. Okay, et puis, on peut recommencer ça plusieurs fois. L'idée est le même, mais voilà, il faut quand même se connaître par cœur. C'est-à-dire qu'au moindre pépin, au moindre petite douleur, moindre alerte, moindre signal, on est capable de s'arrêter si on se connaît. Si on ne se connaît pas suffisamment, le risque, c'est le surentraînement, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on a le principe de progressivité. Principe de progressivité, l'idée, c'est que notre charge d'entraînement, on a vu depuis le début, on a vu qu'il fallait qu'elle soit continue. Mais au-delà d'être continue, elle doit être croissante. C'est l'exemple que je prenais au début avec la séance de 10 x 400. Quelqu'un qui va faire toujours la même séance, le corps va s'habituer. À force de s'habituer, la séance sera plus suffisante pour progresser. On est exactement dans ce principe de progressivité. Notre charge d'entraînement doit non seulement être continue, mais elle doit être croissante. Sinon, le risque, c'est une stagnation de nos performances. Comment savoir quand augmenter la charge, à quel moment augmenter notre charge? On va utiliser des tests pour contrôler les effets
de notre entraînement. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on fait régulièrement des tests VMA, des tests 400, des tests 1000 mètres, des tests PMA, des tests FTP. Après, attention avec l'utilisation des tests. Il ne faut pas en faire toutes les semaines. D'accord ? Au bout d'un moment, quand on commence à se connaître, à avoir l'habitude, on n'a plus besoin de faire des tests tout le temps. D'accord ? Un test est bien en début de saison, en milieu de saison, pourquoi pas. Mais derrière, en fait, rien que sur les séances, vous allez être capable de voir si vous avez progressé. Si je prends l'exemple tout simple des séances qu'on fait en course à pied au club, on a fait le test VMA il y a maintenant 2 gros mois, je pense. On prend l'exemple de quelqu'un qui avait 20 de VMA, un chiffre rond, 20 de VMA. Il a fait ses séances. La première séance qu'on avait faite, c'était 2 blocs de 10 fois 200 mètres. Et là, tout le monde à la séance m'a dit « Waouh, cette séance, elle est super difficile. » C'était la première. On n'avait pas fait de séance de VMA depuis longtemps. On avait fait le test. Vous étiez à un certain niveau. Cette séance-là, tout le monde l'a trouvée difficile. La semaine d'après, j'ai mis une séance plus difficile. De mémoire, c'était des 300 mètres, encore plus longue, avec une distance totale qui était identique. C'est-à-dire qu'on avait sur les 10 fois 20 fois 200, on était à 4000 mètres de séance en tout, à VMA. Sur les 300, je ne sais plus combien il y en avait, mais l'idée, c'était qu'il y ait la même charge de travail, mais avec des 300 mètres, donc moins de répétitions, donc moins de récupération et un temps d'effort plus long à chaque fois. Donc sur le papier, cette séance-là, elle est plus difficile. Tout le monde, en voyant ma séance, a dit wow, déjà les 10 fois 200 la semaine dernière, c'était dur. Là, ça va être dur. Et au final, tout le monde m'a dit à la fin de la séance, en fait, elle est bien passée cette séance. Elle est bien passée parce que vous vous êtes adapté, la plupart. Vous vous êtes adapté, votre corps s'est habitué, vous l'avez stressé avec les 10 fois 200, vous l'avez fatigué, il s'est adapté, il est feignant et il a progressé. Surcompensation, la semaine d'après, on met une séance plus dure et au final, vous la trouvez plus facile. C'est pour ça que la semaine d'après, on remet une séance encore plus difficile, etc., etc. Le but, c'est de toujours réussir à aller suffisamment dans la difficulté pour stresser suffisamment votre organisme pour pouvoir être fatigué, pour pouvoir surcompenser, en faisant attention à ne pas aller trop haut, au risque de se blesser ou de tomber dans le surentraînement. C'est toute la difficulté d'un plan d'entraînement, de l'entraînement sur une saison, c'est de toujours trouver le bon dosage entre le trop peu ou le trop tout court. Ok. L'idée, c'est que maintenant, voilà, on doit avoir fait 9 ou 10 séances VMA depuis cette fameuse séance des 20 x 200, là, 2 x 10. Si aujourd'hui, je la refais faire à ceux qui ont fait tout le cycle d'entraînement, pour eux, c'est quasiment une séance de récupération. Une séance de récupération, quand je dis récupération, c'est une séance qui ne va pas créer d'adaptation, d'accord ? Forcément, après, on va être fatigué. Hein. C'est pas ça que, quand je dis séance de récupération, c'est une séance sur une semaine de récupération où l'idée va être de maintenir les adaptations, mais pas de progresser. S'ils servent de cette séance, ils vont la trouver beaucoup plus simple que les séances qu'on est en train de faire actuellement. Okay, c'est le principe de progressivité. Et du coup, je disais ça, je me suis un peu perdu dans mes explications. Comment savoir quand augmenter la charge ? Je disais les tests, c'est bien, mais les séances, ça permet aussi de savoir, à force, où on en est. Si je reprends l'exemple de mes 200, vous l'avez trouvé dur au début, en faisant 10 fois 200, quelqu'un qui va être à 20 de VMA, il va les faire en 34 à peu près, à 110%, 34 secondes au 200. Si 2 mois après, je leur fais faire une séance à peu près identique et qu'il me fait ces 200 mètres-là en 34 secondes, la première fois, il était mort, il m'a dit c'est une séance super difficile, qu'il a refait 2 mois après et qu'il trouve facile pour les mêmes chronos, c'est que potentiellement, il a amélioré sa VMA, donc il a progressé. Donc là, sur cette séance, en faisant exactement la même, il ne va pas recréer d'adaptation. Donc peut-être que là, il va falloir faire des 200 mètres plus rapides. Donc au lieu de les faire en 34, il va peut-être les faire en 32. Ou au contraire, plutôt que de faire des 200, il va faire des 400, mais à la même vitesse. Donc il va augmenter la distance, mais en allant à la même vitesse. Et là, il va créer à nouveau des adaptations. Et peut-être que 2 mois après, ça lui paraîtra encore facile de faire ça. Donc on va recréer de la difficulté, etc., etc. La difficulté, on peut la mettre sur la séance, en augmentant la difficulté d'une séance, mais on peut également créer de la difficulté avec ce qui se passe autour de la séance. Si je fais une séance de 2 x 10 x 200 le mercredi et que la veille, j'ai fait repos, ce n'est pas la même chose que si la veille, j'ai fait une sortie longue à vélo, par exemple. Ça, c'est aussi une manière de créer de la fatigue avant d'attaquer notre séance. C'est ce que je mets en dessous, une citation de Frédéric Grapp. Pour parvenir
à pénétrer dans les derniers retranchements de la réserve fonctionnelle de l'athlète, eh ben, il faut créer de nouvelles charges d'entraînement. Donc, la progressivité de la charge, elle doit se faire, j'ai mis sur plusieurs années. Voilà, excusez-moi. On était là. La progressivité, elle doit se faire sur plusieurs années, mais en fait, ça marche surtout, elle doit se faire sur plusieurs séances, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Tout est progressif, tout est une question de progressivité et à toutes les échelles. Ensuite, on va passer au principe de spécificité, principe important. L'entraînement, il doit être spécifique à la discipline pratiquée. D'accord. Si je fais du triathlon et que je vais faire du handball, je ne vais pas progresser en triathlon. D'accord. En tout cas, pas directement. Vous allez me dire si on rentre vraiment dans le détail, on va quand même créer des adaptations au handball qui peuvent nous servir au triathlon. Mais voilà, globalement, plus vous allez être spécifique, plus vos adaptations seront spécifiques et efficaces. Okay. Donc les conditions particulières de réussite propres à chaque activité physique et sportive, elles supposent des sollicitations elles-mêmes particulières. Alors, si je veux progresser en natation, il faut que je nage. Si je veux progresser en vélo, il faut que je roule. Si je veux progresser en course à pied, il faut que je cours. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que faire du renforcement musculaire, ça peut me servir à progresser en triathlon? La réponse, c'est bien évidemment oui, mais pas pour tout le monde. En tout cas, ce ne sera pas forcément la priorité pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'entraîner 10 fois par semaine ou 12 fois par semaine, donc il va avoir, si on prend 12 fois par semaine, il va avoir 4 entraînements de course à pied, 4 entraînements de natation, 4 entraînements de vélo. Lui, il est déjà hyper optimisé dans les 4 sports, dans les 3 sports, pardon. Si je lui rajoute du renforcement musculaire, ça va lui permettre de créer des adaptations qui ne vont pas être optimales, qui ne vont pas permettre d'être développées en faisant que de la course à pied ou que de la natation ou que du vélo. Donc, on va pouvoir aller chercher d'autres moyens, d'autres leviers pour progresser. Quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui va s'entraîner que en course à pied une fois, en vélo une fois, en natation une fois, qui va me demander est-ce que je peux remplacer une séance de vélo par une séance de renforcement musculaire. Là, la réponse ne va pas être la même. Je vais lui dire non. Pourquoi? Parce que rien ne remplacera vraiment le spécifique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, si tu veux progresser à vélo, tu vas toujours plus progresser en allant rouler qu'en allant faire des squats. D'accord? Après, à pondérer tout de même, en fonction des périodes de la saison, en fonction aussi de l'objectif. C'est-à-dire que faire du renforcement musculaire, ça va quand même servir. Mais il ne faut pas que toutes les semaines, tu remplaces ton vélo par du renforcement musculaire. Parce que tu as vu sur Internet que Blumenfeld, il faisait des squats. Il fait aussi beaucoup de vélo, et il fait aussi beaucoup de natation et aussi beaucoup de course à pied avant de faire ça. Donc, il faut faire attention et rester bien spécifique quand même à l'activité. Le renforcement musculaire, puisque je prenais cet exemple, là j'entends beaucoup qui vont me dire ça ne sert plus à rien que je vienne au renforcement musculaire. Ce n'est pas ça que je dis non plus. Ça permet aussi, pas forcément de progresser directement, ça va vous permettre d'éviter les blessures. En travaillant le gainage, les muscles profonds, en faisant du travail de prévention, ça vous permet d'éviter les blessures. Et éviter les blessures, en fait, ça vous permet de progresser. Parce que ça permet de respecter plein de principes qu'on a vus avant, le principe de progressivité, le principe surtout de continuité, d'accord? On va rester longtemps. Si on se blesse, par définition, on ne peut plus s'entraîner. Donc, on régresse, on passe dans le désentraînement. D'accord? Donc, le renforcement musculaire va aussi vous aider à ça. Donc l'entraînement, il doit être spécifique à la discipline pratiquée, mais il doit aussi être spécifique aux qualités à développer. D'accord. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de faire des 30 mètres à bloc en course à pied toute l'année. Attention, je dis bien toute l'année, quand on prépare un Ironman. Okay. Travailler des efforts de 15 secondes quand on prépare un effort d'une dizaine d'heures, ce n'est pas ce qu'on appelle être spécifique. Okay. Et pourtant, ça va être intéressant, même pour quelqu'un qui fait de l'Ironman, de travailler sa vitesse. Okay. Mais on ne va pas le faire un mois avant la course. On va le faire 10 mois, 11 mois, 12 mois avant la course. Au moment où on veut plutôt travailler soit ses points faibles, soit les qualités qui ne sont pas spécifiques à la course qu'on prépare. Et plus on va avancer dans notre saison, plus on va travailler des qualités qui sont spécifiques à l'activité. Là, j'ai pris l'extrême avec la vitesse et l'Ironman. Mais si on reste sur l'Ironman et qu'on parle de développement de la VMA en course à pied, ou de la PMA à vélo, ou de la VMA en natation, on n'est pas spécifique non plus. D'accord. Un effort que je vous disais, VMA, c'est 5-6 minutes.
Sur Ironman, on est sur une dizaine d'heures d'effort. Donc, on est très loin de la spécificité. Pourtant, travailler votre VMA, c'est primordial pour préparer un Ironman. Okay, donc, il faut faire attention. Mais on ne va pas développer nos qualités au même moment de la saison. Et enfin, l'entraînement, il doit être spécifique à l'athlète. Donc, j'ai bien son niveau de développement, à son vécu, donc le nombre d'années de pratique, son niveau de performance, ses capacités, ses besoins, sa motivation. Ça, c'est le principe d'individualisation. Donc, c'est ce que j'expliquais au niveau de la discipline pratiquée et du renforcement musculaire. Ça, c'est vraiment en fonction de ses besoins, son niveau de performance, okay, son niveau de développement. Est-ce que je mets du renfort ou pas? Mais vous voyez qu'il y a aussi la partie sa motivation. Un sportif qui me dit bah voilà, là, l'hiver, moi, j'ai pas envie d'aller rouler, j'ai pas de home trainer, donc je vais pas rouler. C'est définitif, c'est point à la ligne. Bah, plutôt que de rien faire, bah, il vaut quand même mieux me faire du renforcement musculaire à la place. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de. On va dire qu'il y a des grands principes de base, mais il n'y a pas de règles dans l'entraînement. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut prendre en compte tous ces principes, les adapter ensuite à la discipline, aux qualités qu'on veut développer et à l'athlète. Vraiment faire de l'individualisation. Et c'est là la limite, entre guillemets, du club et de ce qu'on vous propose avec les plans d'entraînement qui restent des plans généralistes. Et c'est là que c'est important aussi pour nous de vous faire cette vidéo, pour vous expliquer ces principes et que vous soyez un petit peu conscient de tout ça, pour pouvoir adapter ensuite ces plans d'entraînement à votre cas personnel, à votre situation personnelle, à vos disponibilités, à votre métier, à votre vie de famille, à votre vécu, vos années de pratique, d'où vous venez. Ça fait 15 ans que vous faites du triathlon ou du sport d'endurance, ou que vous avez commencé cette année et qu'avant vous faisiez du rugby, par exemple, ou pas de sport du tout. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Si vous revenez de blessure, par exemple, là, on va envoyer des plans d'entraînement, ça a commencé déjà il y a 2 mois. Quelqu'un qui prend le plan maintenant, il ne faut pas le commencer à la date d'aujourd'hui, ce qui est marqué sur le plan, si vous n'avez rien fait depuis 2 mois. Parce que là, vous allez directement avoir une charge d'entraînement trop importante, et le risque, c'est de se blesser ou de tomber dans le surentraînement. D'accord ? Donc, faire bien attention, reprendre progressivement, regarder les premiers plans qu'on a envoyés, pas forcément passer autant de temps dessus, mais voilà, essayer d'aller progressivement, reprendre par des petits footings, des petites accélérations. Une fois que j'ai fait quelques petites accélérations, je passe sur des petites séances de VMA faciles, puis des séances de VMA un peu plus difficiles, puis sur de l'allure un peu plus spécifique à la course que je prépare, etc., etc., etc. Je crois qu'il y a une question. J'ai vu un nouveau message s'afficher. Je ne le vois pas, mais je vois la petite notification. Simon, tu peux me confirmer Non, c'est bon, ça? Tu peux C'est bon? continuer. Bon. Ouais. Eh ben, au niveau des principes, on a fait le tour. Alors, il y a d'autres principes, mais voilà, qu'on ne va pas forcément aborder aujourd'hui, qui vont plus être sur de la programmation, de la planification d'entraînement. On pourra l'aborder sur une autre vidéo. Là, voilà, l'idée aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on va plutôt poser des questions, si vous en avez sur tout ça, pour vraiment rester voilà, sur l'entraînement pur et dur, entre guillemets, et pas la planification, programmation d'entraînement. Ça, c'est autre chose. L'idée, c'est de comprendre le plan d'entraînement qu'on vous a envoyé et comprendre comment l'adapter à votre situation personnelle. S'il y a des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à couper vos micros. Je ne sais pas si vous pouvez couper les micros tout seul. Mais, Ouais, bonsoir Romain, c'est Alexandre. J'avais une petite ouais. question. Pourquoi avoir choisi de commencer l'année comme ça sur des travails de filière VMA, PMA et Ouais. 400 mètres? Parce que c'est un peu ce qu'on travaille en ce moment. Mm. Et pas sur d'autres filières. Et surtout, pour reprendre un peu ton exemple de blessure là, sur un moment, parce que moi j'ai mon cas un peu sur une blessure là, et Ouais. je peux pas trop faire les séances de VMA. Ce que tu conseillerais derrière, c'est plus de reprendre le bloc de travail VMA, de reprendre depuis le début, par exemple en début d'année prochaine, et de ne pas partir sur un autre cycle, parce que j'imagine que là, au début d'année prochaine, tu vas repartir sur d'autres filières. Tu vas faire travailler d'autres filières. Ouais. Donc, c'est expliquer un peu la logique de VMA et puis après passer sur une autre filière. Ouais. Et si tu as loupé une étape dans le programme, en termes de planification, de reprendre depuis le début, quoi. Mm. Alors, c'est ce que j'expliquais rapidement juste avant. On peut détailler un petit peu plus. L'idée, après, il y a 50 entraîneurs, 50 façons de voir les choses différentes, okay, tout en respectant les mêmes principes. Moi, l'idée sur laquelle je suis parti avec David et Simon, c'est de partir sur une reprise progressive. Donc, vous êtes là au début, il me semble, voilà, beaucoup de travail technique, des gammes, de l'endurance facile et seulement des petites accélérations. Vous avez des lignes droites, des diagonales. Voilà. Pas des grosses séances, mais l'idée, mettre de la vitesse progressivement. On a ensuite débordé sur de la VMA. Pourquoi la VMA et pas commencer par de l'allure marathon, par exemple? Pourtant, c'est beaucoup moins intense.
Parce que au club, on va dire que la plupart des gens, vous allez préparer du longue distance. Ok. Que ce soit de l'Ironman, mais même du L, même du M, hein, finalement. En fait, en triathlon, tout va être longue distance par rapport à de la VMA. Un VMA, on est sur 5-6 minutes d'effort. Ça n'existe pas en triathlon, des courses qui font 5-6 minutes d'effort. Le plus court, le XS, on va déjà être sur 40-45 minutes d'effort, voire plus pour certains, un petit peu moins pour d'autres. Mais voilà, globalement, on n'a aucune course qui fait 5-6 minutes d'effort. Donc en fait, la VMA, on n'est pas sur quelque chose de spécifique directement. Donc on l'a fait plutôt, on va dire, éloigné de nos compétitions. Pour qu'à l'approche de nos compétitions, on travaille aux allures plus spécifiques à la course, parce que le fait de travailler à une allure spécifique à la course, ça va nous permettre de développer des adaptations, d'être plus efficace, plus économe, de travailler sur ce qu'on appelle le coût énergétique. Donc pour une même vitesse, je dépense moins d'énergie, donc je peux la tenir plus longtemps. Okay. L'idée, c'est ça. Alors là, tu vas me dire pourquoi ne pas faire que du spécifique toute l'année. Et bien parce qu'en fait, travailler sa VMA, par exemple, si on prend l'exemple d'un triathlon, je sais pas, un triathlon M par exemple, où tu vas travailler à 85% plutôt de VMA environ, après ça dépend de tout le monde, hein. Prenez pas les chiffres que je dis là pour acquis pour tout le monde. 85% de votre VMA par exemple sur la à pied, puisqu'on est sur la course à pied, sur le 10 km, tu vas le courir à 80-85% de ta VMA, okay, sur le triathlon M, sur le 10 km. D'accord. Si tu fais cette allure-là toute l'année, tout le temps, le truc, c'est que au bout d'un moment, comme je te disais, déjà le corps va s'adapter, donc tu ne vas pas progresser. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de progresser parce qu'au début, tu vas faire, je ne sais pas, 3 fois 10 minutes, puis 3 fois 12, puis à un moment donné, tu vas arriver quand même à une limite. C'est-à-dire que le corps, tu as beau l'entraîner et toujours l'emmener plus loin, on a quand même chacun un niveau de base, un potentiel maximum qu'il faut atteindre, mais on n'a pas tous les mêmes prédispositions au départ, d'accord, et à la fin non plus. On n'a pas le même niveau, ce qu'on appelle l'entraînabilité, qu'on ne va pas tous arriver au même endroit. Donc si tu travailles toujours la même chose, au bout d'un moment, tu arrives à ton maximum de développement de cette capacité, de cette qualité, et donc tu vas plus progresser. Donc pour ça, c'est intéressant d'aller travailler d'autres filières, comme un musicien qui va travailler ses gammes, un chanteur qui va travailler ses différents octaves, si je ne me trompe pas, ses différentes gammes. Et ben nous, en entraînement, en endurance, c'est la même chose. Plus on va avoir une palette d'allures qui va être large, plus on va pouvoir être à l'aise sur les allures qui nous intéressent. Si on travaille toujours à la même allure, on va l'optimiser certes, mais on va être limité dans notre progression. Si je suis à l'aise en allant plus rapidement et si je suis à l'aise en allant plus doucement, je vais avoir une marge de progression plus importante au milieu. Okay. Et la deuxième partie, donc je ne sais pas si j'ai été clair sur cette première partie déjà, Alex. Si, très clair, merci. Ok, nickel. Et pour la deuxième partie, si tu reprends en janvier, alors non, tu ne reprends pas directement par des grosses séances de VMA. Donc ça, j'imagine que tu t'en doutes, mais ce n'est pas clair forcément pour tout le monde, donc je le reprécise. C'est ce que je disais, on ne reprend pas quand on revient de blessure ou quand on reprend tout simplement l'entraînement, blessure ou pas d'ailleurs, par le plan là où il en est aujourd'hui. Là, les gens qui font le plan aujourd'hui, ils ont déjà 3-4 mois d'entraînement dans les jambes pour arriver à cette séance-là. Donc toi, si tu reviens, tu repars de zéro, entre guillemets, tu ne seras pas capable déjà de les faire, les séances. Et si tu les fais, et tu vas te faire mal, et tu risques de te blesser, etc. etc. D'ailleurs, quand tu es venu sur les séances de VMA, tu en avais peut-être loupé un paquet quand tu t'es fait mal. Tu n'avais peut-être pas fait tout. Donc, tu vois, l'exemple, c'était le bon exemple. C'est-à-dire que tu as repris le plan d'entraînement en cours de route, tu es venu à une séance d'entraînement alors que tu n'avais pas fait les autres avant. Tu as fait la séance, et ben, c'était peut-être un peu trop, et bim, blessure. Le corps n'était pas prêt. D'accord ? Donc, ça, c'est une erreur de ta part, mais aussi de ma part. Hein. La responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que j'essaye au plus souvent à ceux qui viennent, j'essaie de leur demander, voilà, ceux que je vois souvent, je sais qu'ils viennent. Donc je sais qu'ils ont fait des séances. Ceux que je vois moins souvent, j'essaie de demander, voilà, qu'est-ce que tu as fait récemment, tu as fait des séances, etc. etc. Mais voilà, c'est aussi le but, c'est que des fois, il y en a qui passent entre les mailles du filet. Toi, je te vois souvent sur le home trainer, je te vois souvent t'entraîner, je sais que tu t'entraînes, donc je ne te pose pas la question. Et j'aurais dû. Et voilà, tu te blesses. Donc ça arrive. C'est pour ça que voilà, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, même si je ne vous demande pas, voilà, soyez au courant maintenant que si vous avez loupé des séances, venez me voir avant la séance. Vous me dites, voilà, Robin, là, la séance, c'est une grosse séance VMA. Moi, ça fait 4 semaines que je n'avais pas fait de séance VMA. Je fais la séance ou pas? Venez me poser la question, venez me voir. Vous n'aurez pas l'air bête, au contraire. C'est quand on se blesse qu'on a l'air bête. Je sais ce que c'est. Je me suis blessé souvent aussi. On s'est tous blessés, c'est déjà arrivé à tout le monde. Et normalement, si on fait tout bien, normalement, on ne doit pas se blesser. Quand on se blesse, c'est qu'on a
mal fait quelque chose. Ok. C'est un peu sévère, mais globalement, c'est ça. Donc voilà. Donc non, quand tu reprendras, ne reprends pas directement par les grosses séances, tu reprends par des footings tranquilles. Tu regardes si tu n'as pas de douleur. Si tu n'as pas de douleur, tu recommences à mettre un petit peu d'intensité progressif avec des petites lignes droites, des accélérations progressives. Et une fois que tu es bien, que tu as des sensations qui reviennent, là, tu peux commencer à mettre des petites séances VMA, mais au début, tu vas faire des 30-30, tu ne vas pas commencer par 10 fois 500. Okay, tu reprends par des 30-30, des 45 secondes d'effort, puis 1 minute d'effort, etc., en augmentant le volume global. Toujours respecter ce principe de continuité, de progressivité, spécificité. Yes, Et merci. forcément, après, tu vas aussi être impacté par tes objectifs. C'est-à-dire que là, si tu as un objectif au mois de juillet et que tu as commencé ta prépa au mois d'octobre, tu as le temps de développer, de passer par toutes les filières, de prendre du temps pour bien tout développer. Si tu as vraiment un objectif en juillet et que tu vas absolument le faire et que tu reprends en janvier, bah, tu reprends pas, tu ne vas pas passer autant de temps sur chaque filière. Là où on a fait quasiment 2 mois, on va faire 2 à 3 mois de développement de la VMA, bah là, tu n'en feras qu'un. Tu vas faire que 4 semaines d'entraînement à VMA, par exemple. Et avant, tu auras fait 4 semaines de reprise au lieu d'en faire 8. Tu vois, tu vas faire un peu moins sur chaque. Tu vas reprendre, tu vas passer moins de temps sur chaque zone. Donc forcément, ta préparation va être moins, on va dire, moins complète, moins efficace, entre guillemets, quoique c'est un grand mot, mais voilà, tu vas passer moins de temps, tu vas moins optimiser chaque filière, chaque étape de ta préparation. Mais tu seras quand même préparé pour faire ta course. Ce sera plus accéléré. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Et dans quelle mesure, vu qu'on est, on ne fait pas qu'un sport, on fait 3 disciplines, dans quelle Oui. mesure, quand tu continues à travailler les 2 autres disciplines, par exemple, moi je fais plus course à pied, mais je continue à nager et à Ouais. courir, dans quelle mesure tu peux maintenir quand même une Ouais, certaine bien sûr. performance Il y a des adaptations qui vont être transversales, hein. Surtout là, on est sur 3 sports quand même d'endurance, hein, qui vont solliciter au moins au niveau physiologique les mêmes filières. Musculairement, on va retrouver des choses, mais pas sur tout. Donc, déjà, tu ne vas pas repartir de zéro, ça c'est sûr. Là où tu vas devoir travailler en course à pied, c'est musculairement. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir bosser ta PMA sur le vélo ou en natation. Donc, on va dire qu'au niveau cardio, ta VMA, ton VO2 max, parce que ta VMA, c'est ta vitesse à VO2 max. Ta VO2 max, elle va être optimisée. Par contre, ce qui ne va pas être optimisé, c'est ta foulée, donc ta technique de course et tes groupes musculaires spécifiques à la course à pied à ces allures-là. Donc, même si tu as un VO2 max qui va être élevé parce que tu l'as développé en natation et en vélo, eh ben, ta VMA ne sera peut-être pas aussi bonne, enfin, elle sera pas aussi bonne que si tu avais fait de la VMA en course à pied. Elle va être moins bonne, enfin meilleure, pardon, que si tu n'avais rien fait du tout, mais elle ne sera pas optimisée autant que si tu avais fait de la course à pied. Mais par contre, tu vas repartir de moins loin, ou en tout cas, tu vas mettre moins de temps avant de retrouver un niveau correct en course à pied. Ça va faciliter ton retour. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide, hein, profitez-en. S'il n'y a pas de questions derrière, c'est David qui va prendre le relais pour aborder l'utilisation des capteurs de puissance à l'entraînement. Donc, je lui laisse la main. Je vais arrêter de partager Ouais. mon écran. Hop. Alors, je pense qu'on reviendra sur le capteur de puissance, sur les outils d'analyse. Comme on avait annoncé 1 heure, mais je vais quand même compléter un petit peu ce que dit Robin, et puis notamment le fait qu'il ait beaucoup parlé quand même des ressources énergétiques. Moi, ce que j'aimerais éventuellement aborder un petit peu, c'est vraiment compléter, on va dire, ce dont Robin a déjà parlé, c'est-à-dire tout ce qui est ressources énergétiques avec ce qui va être ressources, on va dire, biomécaniques. Alors, je ne sais pas si je peux partager un fichier également. Là, j'ai la main mise, là, Simon? Oui? Oui, vas-y. Alors, attends, je vais essayer de partager celui-là. Je vais revenir dessus après. Donc, il y a des choses dont Robin a parlé, donc ça, ce n'est pas le souci. Voilà. En fait, ce que moi je voudrais vous parler, en fait, sur on va dire les déterminants de la performance en triathlon. Donc, c'est effectivement ce qui vient d'être abordé, donc tout ce qui est consommation d'oxygène, le VO2 max, le fait d'être rapide sur une durée prolongée avec les seuils, l'aérobie et puis les seuils aérobie et seuils anaérobie. Et également, en fait, ce qui va être non négligeable quand même à aborder, ça va être le fait d'être économe en fait sur la partie, sur tous les modes de locomotion, que ce soit le vélo, la natation, la course à pied. Et donc, par rapport à ça, en fait, ne pas négliger, on va dire, cet aspect technique dans vos entraînements.
Robin vous le signalait, qu'effectivement, à l'issue de séances de VMA ou PMA, il est surtout très intéressant et non négligeable, on va dire, de venir sur des séances qui vont être un peu plus light, en endurance ou autre, mais qui ne vont pas en fait empêcher la progression. Tout à l'heure, j'entendais, ou je ne sais plus qui avait posé la question, à savoir si, on va dire, la progression, elle était limitée ou je ne sais plus comment était posée la question. Ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, en fait, c'est que vous avez, on va dire, un certain nombre de ressources de façon à pouvoir, on va dire, effectuer une tâche. Vous avez donc les ressources énergétiques dont Robin a parlé, les ressources biomécaniques dont on va parler, tout ce qui va être ressources informationnelles ou autres et d'autres ressources affectives. Donc, des fois, quand on est arrivé, on va dire, à saturation ou à amener ou à apporter un travail, on va dire, complet dans une des ressources, qui n'empêche pas que les 4 ressources fonctionnent de façon synergique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est intéressant aussi de s'intéresser aux autres ressources de façon à diversifier l'entraînement, mais aussi à apporter d'autres axes d'optimisation, on va dire, dans sa performance, quoi. Donc là, en fait, ça, c'est ce que vous avez globalement parlé jusqu'alors avec l'économie de mouvement et c'est ça dont on va parler maintenant. Et en fait, sans effectivement l'axe endurance et l'axe de force, pardon, où est-ce que c'est passé? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, tout ce qui va être lié à l'économie de mouvement ou de force musculaire, c'est tout ce qui va être donc, les aspects techniques liés à l'entraînement. Pour vous donner un exemple, en fait, on parlait tout à l'heure de VMA ou de tests liés à la VMA, que ce soit natation ou course à pied. Et Robin prenait un coureur qui avait une VMA à 20. Alors, on va dire notre coureur qui a une VMA à 20, il peut être, on va dire, sur une VO2 max aux alentours de 70. Voilà, ça va faire un 70. Je n'ai pas le calcul sur l'écran, mais on va dire ça va faire le 70 en VO2 max, ça va être la VMA qui est à 20 et multiplié, on va dire, par une économie de course. Et cette économie de course, en fait, ça, c'est, on va dire, un paramètre qui, une fois que la VO2 max, elle a atteint son plus haut niveau, parce que ça fait des années que vous êtes dessus, et à un moment donné, comme il le disait très bien, il y a des choses qui sont déjà, on va dire, pas prédéfinies. On peut le travailler, mais on ne va pas tous avoir les mêmes capacités. Et à un moment donné, on va être arrivé on va dire, au max de ce qu'on peut faire sur notre VO2 max, mais il va rester quand même ce paramètre d'économie de course que vous allez pouvoir aller chercher à l'entraînement via justement des entraînements que Robin vous fait par le biais de gammes athlétiques. Ça peut être aussi des entraînements liés à la technique de pédalage sur le vélo, à différents axes de progression qui vont également faire en sorte que votre mouvement va être économique et que, au lieu d'avoir, on va dire, ce 3,5 qui est un chiffre théorique, mais qui a été calculé, si j'arrive à baisser mon économie de course à 3,4, je vous laisse faire le calcul de quelqu'un qui a une VO2 max à 70 divisé par 3,4 au lieu de 3,5, on arrivera quasiment sur une VMA qui ne sera pas à 21, mais un peu en dessous. On n'aura pas augmenté notre VO2 max, mais on aura quand même fait évoluer nos capacités de performance. Donc ça, c'est également quand même un axe qui est non négligeable à se mettre en tête dans les séances, de façon à vraiment orienter, pas toujours que sur des axes physiologiques, quoi, en fait. Que ce soit course à pied ou vélo. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Parce que c'est ce que je voulais compléter le plus principalement, en fait. Par rapport donc à cette économie de course, cette économie de fonctionnement, en fait, mettez-vous en tête que chaque fois que vous faites une sortie, que ce soit à vélo, course à pied, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est à apporter des petites choses en plus de façon effectivement à être optimal. Comme le disait Robin, il y a un principe de spécificité. Quand effectivement, si je pars sur de la course à pied, apporter un certain nombre de gammes athlétiques, apporter effectivement le renforcement musculaire qui correspond à une bonne tenue et à un affaissement qui va être peut-être beaucoup plus tardif sur la partie course à pied qu'on aura besoin sur nos triathlons. À vélo, je suis capable d'axer un entraînement endurance sur, on va dire, une cadence de pédalage. Je suis capable d'axer mon entraînement vélo peut-être sur un travail de pousser-tirer au niveau des pédales. Et là, vous allez rentrer effectivement dans une technicité qui va faire que toute l'énergie que vous allez emmener dans les pédales ou que vous allez emmener sur le sol pour la course à pied va être renvoyée vraiment vers l'avant, mais sans déperdition.
Après, ça demanderait d'autres slides qu'on a envers nous, hein, et qu'on vous présentera lors d'autres conférences, mais de développer, on va dire, sur cet axe, sur ces aspects techniques, que ce soit course à pied, vélo et natation. Mais ça sera les 3 modes qu'on pourra vous présenter également lors d'autres conférences. Mais quand même avoir dans l'optimisation de la performance et les principes de l'entraînement, le fait de garder en tête qu'il y a plusieurs ressources que vous pouvez travailler, quoi. Et donc, pour revenir également à ce que disait Robin, par rapport à la VMA ou par rapport au seuil, ce qui, moi, me semble également important, c'est vraiment l'individualisation de l'entraînement. C'est que vous soyez capable, et c'est là que je vais rentrer effectivement dans, non pas le capteur de puissance, mais les outils d'analyse, c'est d'être capable, vous, avec les données que vous avez travaillées à l'entraînement, que vous avez actées à l'entraînement sur des tests VMA, je passe un petit peu là rapidement, sur des tests VMA, mais c'est d'être capable d'arriver sur vos propres plages d'intensité et surtout ne pas faire l'entraînement du voisin. Parce que on va dire, ça peut être un biais pour votre progression. Et si je veux vraiment être optimal aussi dans la mise en place de mon entraînement, c'est de venir taper, on va dire, dans ou aux alentours de la plage que je souhaite développer. Je veux travailler ma VMA, je vais travailler aux alentours de la VMA, un peu en dessous, un peu au-dessus, mais pas la VMA du voisin. Donc, par rapport à ça, ce n'est pas anodin et déconnant que de se servir d'outils d'analyse comme le cardio-fréquence-mètre. Sur la piste, on va dire que vous avez une vitesse de fonctionnement, mais quand vous allez faire vos entraînements sur le halage, en sous-bois, ce qui peut être aussi sympa de changer, on va dire, les environnements d'entraînement, avoir effectivement cette régularité par rapport au travail qui vous sera demandé par Robin sur les plans d'entraînement. Je sais que moi, ma VMA, elle est à temps, mais je sais que pour effectivement travailler ma VMA, je suis à tel pourcentage et à telle fréquence cardiaque. J'ai besoin de travailler mes seuils ou des allures d'entraînement ou des allures de triathlon qui vont rentrer dans les seuils, mais qui des fois sont un petit peu décalés. Je sais à quel pourcentage d'intensité je suis capable de travailler. Ce n'est pas les pourcentages du voisin, ce sont mes pourcentages. Pareil sur la partie vélo, avec un capteur de puissance, ou si je n'ai pas de capteur de puissance, je me sers de mon cardio, mais je connais mes références. Donc, il y a des tests qui vont être mis en place, de PMA, d'FTP. Et à partir de là, vous allez vraiment avoir une individualisation de l'entraînement que vous allez retrouver, que vous allez vous apporter, mais qui vont être aussi liées à la programmation que Robin fait chaque mois dans la présentation des plans. Donc ça, c'est vrai que c'est des outils non négligeables, mais dont il faut se servir, savoir lire à l'issue de vos entraînements. Et surtout, ce que je disais, c'est ne pas d'être capable de se freiner et de ne pas faire l'entraînement du copain, quoi. Parce que là, ça va être le risque, en fait, de rentrer dans du surentraînement ou dans des entraînements qui ne vont pas correspondre du tout au travail qui est recherché. Tout à l'heure, au début, vous avez dû voir, il y a une petite pyramide là-haut. Je passe le slide, il n'était pas prévu pour ce soir, mais ça me semblait pas trop mal de… où est-ce qu'elle est, ma pyramide? Moi, je ne l'ai pas sur le slide là. En fait, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que la recherche de Robin dans les exercices, en fait, c'est de créer, on va dire, une base de pyramide, l'endurance, ce qui est juste après, là, ici, qui soit assez large et également une VMA qui soit le plus haut possible, de façon à ce que les plages d'intensité entre les deux, on puisse les réguler, on va dire, beaucoup plus facilement que si ma base de pyramide est peu large et ma VMA, elle n'est pas très haute. Et même si j'ai une base de pyramide qui n'est pas très large, une VMA très conséquente, on va dire, le temps de soutien aux différents pourcentages entre les deux, il ne va pas être très conséquent. Mais c'est par ce travail, on va dire, bien précis aux différentes plages d'intensité, donc endurance, seuil aérobie, seuil anaérobie ou AVMA, que là, vous allez rendre votre entraînement effectivement optimal, quoi. Donc là, après, ce n'était pas pour ce soir, mais on le passera une autre fois, il n'y a pas de souci, mais je voulais m'en servir un petit peu. Donc, les principes que Robin vous a passés, ça, ce n'est pas le souci. Donc, les outils, ne pas aussi, par rapport aux outils, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'attention par rapport au pourcentage de fonctionnement. C'est que quand vous êtes en course à pied, ne confondez pas
les pourcentages de VMA et les pourcentages de fréquence cardiaque qui sont différents. Très souvent, je vais dire jusqu'au seuil 2, vous pouvez vous dire que 70% de VMA, c'est 80% d'FC max, quoi. Mais après, les décrochés en fonction de chacun vont être un peu différents. Donc, ne faites pas de transposition sur les pourcentages de VMA et de FC max, quoi. Donc, en fonction d'où vous travaillez, je fonctionne en nature, il y a du vent, je suis de face, je suis sur le halage, peu importe. Ben, peut-être que la FC va être plus appropriée. Je suis sur une piste d'athlétisme, oui, la vitesse va être sûrement plus appropriée, ça c'est évident. Après, pareil pour le capteur de puissance, donc bien se calibrer. Après, tous les capteurs de puissance peuvent être bons. L'important, c'est de fonctionner toujours avec le même. Attention, par contre, par rapport à l'utilisation du capteur de puissance, à l'utilisation en intérieur sur le home trainer, puisque sur le home trainer, en fait, il faut savoir que vous avez à peu près 7% de puissance en moins par rapport à l'extérieur. Alors, j'ai fait intervenir un ami qui est prof de biomécanique à l'INSA, qui a été cycliste, et qui, en fait, a cherché pourquoi les entraînements étaient plus durs sur home trainer qu'à l'extérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur, sur le home trainer, on ne va pas profiter du système complet. On ne va pas profiter du système vélo bonhomme, en fait, vélo athlète. Donc, vous allez pouvoir, on va dire, vous dire que 7%, ce n'est pas totalement ça, mais on est à peu près dans cette tranche-là. 6-8%, on va dire, de puissance en moins. Donc, là, cherchez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, par contre, être capable de faire également les calculs de ces plages d'intensité en fonction de la demande de Robin par rapport à cette donnée-là aussi, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qui n'a pas été dit? Ben non, pas grand-chose, hein, mais c'est une intervention assez brève de ma part, mais si vous avez des questions, l'idée, c'est de partager aussi. Donc, on peut vous répondre sur pas mal de sujets. Là, c'est assez court ce soir, mais on pourra redévelopper sur, comme je vous disais juste avant, hein, sur les modes de locomotion de façon à bien mettre l'accent sur les différents axes de travail, hein. Si on prenait le vélo, il y a 5 axes de travail possibles d'être discutés. Donc, il y a la technique de pédalage, il y a l'aérodynamisme, les filières énergétiques, il y a le matériel choisi, enfin, il y a un ensemble d'éléments. Donc, ça, on le redéveloppera, je pense, lors d'autres conférences, quoi. Mais s'il y en a qui ont des questions, je ne sais pas si… N'hésitez pas, hein. Alors, David, tout à Oui. l'heure, au tout début de ton intervention, il y a une question de Nicolas, mais qui était plutôt sur sur l'économie. Voilà, être Ouais. économe, c'est aussi être meilleur techniquement. Alors, Ouais. il y a ça, mais pas que. Ça rejoint aussi ce que Robin disait c'est pas que être économique en ayant une meilleure foulée, une meilleure technique, mais d'avoir des adaptations qu'il faut qu'à une même vitesse, on va être plus économe en termes de coûts énergétiques. Mais Ah bah je oui, sais pas tout si ça, ça va rentrer en compte, hein. C'est vraiment un ensemble d'éléments. Mais il y a des axes d'expérience et pour voir les personnes s'entraîner qui, des fois, sont délaissés. Et c'est vrai que l'axe technique doit être vraiment pris en compte, quoi. Tout comme ce coût énergétique va quand même aussi être impacté par une partie de renforcement musculaire, de gainage. Comme le disait Robin, c'est vrai qu'il va y avoir une spécificité à apporter, mais on peut pas, on va dire, l'occulter. Voilà, il n'y a pas que effectivement l'aspect technique, mais c'est quand même un aspect non négligeable quand effectivement je vais apporter une certaine puissance, mettons sur le vélo, c'est d'être capable de mettre la puissance au bon endroit sur la pédale, de la bonne façon, en poussant à droite, en tirant à gauche, en amenant on va dire une coordination de pédalage, par exemple. Donc là, c'est quand même une technicité qui va apporter, on va dire, un coût énergétique qui va être inférieur et aussi une économie et et un renvoi de l'énergie vers l'avant dans mon activité, quoi. Tu avais d'autres questions, Simon, ou pas? non, j'en avais pas d'autres. Après, n'hésitez pas si pour ceux qui sont encore là. Donnez vos Et messages, moi, ça, moi, je vais vous rappeler aussi un peu du coup les prochaines aussi thématiques des conférences, hein. On fera mi-janvier un travail sur tout le mode de locomotion natation. Donc là, ce sera bien intéressant cette période
hivernale. Juste après, tout début février, on parlera vraiment de la course à pied en particulier. Fin février, du vélo. Et ensuite, à l'approche des compétitions, notamment au mois de mai, on aura aussi des conférences sur toute la nutrition de manière générale et à l'approche des compétitions, voire pendant la compétition, voilà, le plan de course. Aussi sur la préparation mentale. Et aussi, on est à l'écoute des propositions, des questions que vous pourrez avoir si vous voulez aborder des thèmes en particulier. N'hésitez pas. Je pense que voilà, David, Robin, moi aussi, on est vraiment à votre écoute. Et que ce soit pour des thèmes de conférence, mais aussi à chaque entraînement. Voilà, Robin, il est là à chaque entraînement. N'hésitez pas justement vraiment bah, si vous avez une interrogation de quel ordre que ce soit, n'hésitez pas, ça va vous renforcer dans votre pratique, dans votre motivation, dans votre manière de faire, et vous n'en serez que de meilleurs athlètes. J'avais une petite question pour David. Est-ce que ça vaut le coup de faire à chaque phase d'échauffement, notamment à vélo, quelques exercices techniques, comme il dit, de tournée ronde, de pédalage, d'unijambiste? Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Après, ça dépend du temps que tu as à consacrer à ta pratique. Des fois, ça peut être l'objet, on va dire, d'un entraînement complet. Après, si la personne n'a pas le temps sur un entraînement complet de faire un travail technique sur une sortie, bien, ce n'est pas déconnant de l'inclure, on va dire, sur une phase d'échauffement. Parce que c'est vrai qu'il y a des phases techniques qui ne demandent pas, on va dire, énormément de ressources énergétiques. Donc, une partie endurance, une partie récup, des fois, c'est pas… si tu n'as pas le temps de le faire autrement, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, il faut le faire. Hein. C'est des axes, pour moi, de progression. Hein. Enfin, voilà, je les ai explorés. Je sais, on va dire, le travail que ça peut demander pour progresser. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on vieillit, moi, je sais que ma VO2 max, elle va plutôt aller en descendant qu'en montant. Donc maintenant, ça a été à moi de trouver aussi des adaptations ou des axes de progression. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle hein, et que ça me tient à cœur que les gens se mettent ça en tête quand même. Hein, mais c'est non négligeable, effectivement, d'inclure ça dans les entraînements. Peu importe à quel moment, mais le faire, quoi. Ça va dépendre de ton temps de pratique aussi. Et pour compléter les propos de David, de la même manière qu'on va faire des gammes en course à pied, même avant une séance de VMA, à vélo, on peut très bien imaginer faire des exercices voilà, de tirage, pousser un peu de vélocité, de tourner rond, soit dans une partie échauffement d'une séance PMA, mais même dans l'inclure dans une sortie longue que tu peux faire. Voilà, tu peux inclure des exercices dans ces sorties-là. Si je peux me permettre, ouais, pour l'avoir pratiqué, moi, il y a un an maintenant, plus sérieusement. Oh, Christophe, il est là, mon Moi, loulou. oui, je suis vraiment le témoin de tout ça. Après 25 ans de vélo, j'ai franchement senti les progressions liées à tout le travail en dehors en fait, du vélo et sur le vélo, le travail de pédalage et tout le travail de PPG que j'ai pu faire par ailleurs. Et franchement, y compris sur la compète vélo, puisque j'en ai refait une ou deux en fin d'année, j'ai ressenti les bienfaits de ça. Il y a pas photo. Même après 25 ans, on a beau avoir l'impression de pédaler rond, on pédale pas encore au mieux en fait. Et j'ai pu aussi l'expérimenter avec des chiffres sur le capteur et tout ça, et vraiment se rendre compte de la différence. Il y avait une question, Mathieu, bonsoir. On parle de la technique de pédalage, du coup. Est-ce que vous proposez aussi, parce qu'il y a aussi la position sur le vélo qui doit être archi importante pour optimiser la PMA, est-ce que vous proposez est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous proposez des choses là-dessus, des petits pour bien régler le vélo, quoi? Chaque année, en fait, là, au club, on propose… il y a la venue d'un spécialiste, en fait, mais il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres hein, sur Rennes. Hein, si vraiment tu veux être bien posé, tu as, Christophe pourra te dire, tu dois avoir Morphologique à Saint-Malo, tu as
Provence. Comment il s'appelle celui qui vient, Simon, régulièrement là Alors, je crois que c'est Sébastien, son prénom, c'est C'est APS Sébastien Boujna. Provence. C'est Sébastien Boujna, mais c'est Ouais. Provence. Je sais plus comment ça APS s'appelle. Provence. Ouais, c'est ça. Après, on communiquera rapidement, Ouais. j'espère, sur le partenaire XIC qu'on pourra avoir. Tu as des magasins de vélo qui proposent aussi déjà des premières approches de positionnement. Après, là, que ce soit chez Morphologique, Saint-Malo, APS, on est aussi sur vraiment du positionnement élaboré, mais qui ont aussi un coût plus élevé. Ouais, c'est ça. Après, Ouais. ça peut être un très bon apport. Voilà, je pense que tous ceux qui ont fait vraiment des positions par ces organismes sont très contents. Après, voilà, selon le niveau de pratique et déjà l'envie que tu souhaites faire, déjà d'aller chez un vélociste et qui puisse un peu, par leur expérience, regarder ta position, c'est pas déconnant, hein. Voilà, après, même sur des opérations club, on a quelques vieux, je vais pas les appeler vieux, mais on a quelques briscards qui s'y connaissent en vélo qui pourront aussi te conseiller là-dessus. Mais Ok. effectivement, d'aller voir un vélociste, c'est le premier Bah pas oui, si oui, tu, si ouais, tu souhaites. j'avais déjà repéré, effectivement, mais comme ça, un coup, je voulais savoir si éventuellement là, il y avait quelque chose qui pouvait être proposé à ce niveau-là, mais pas de souci. Bah, après, là, donc, c'est en février, on reviendra sur le mode de locomotion vélo. Après, ça peut être l'idée pendant un rassemblement club au moins de pouvoir régler les plus gros défauts. Ouais, c'est On ça. verra si on peut mettre ça en place, notamment là pendant les vacances de février. Euh, mais n'hésite pas, enfin, je sais pas si tu vas aux entraînements, même le dimanche, j'essaie de demander à ceux qui sont présents même de regarder, hein, des fois sur un simple coup d'œil. Ça peut se voir assez facilement si ta selle est trop relevée ou trop basse, ou si tu es vraiment allongé sur ton vélo et qu'il faut potentiellement avancer la selle, raccourcir la potence. Déjà des petites choses pour que tu te Ouais. sentes plus à l'aise et forcément que tu y sois plus efficace, que tu en extrais plus de puissance. Ok. Et après, donc, il y a Nicolas qui demande si là, vous avez un avis sur les plateaux ovales, pardon. Il y Oui, a oui, beaucoup on de a un points de vue avis. différents là-dessus. Mais vas-y, David, si tu as. On a un avis. Mon avis, c'est que les plateaux ovales, ça permet effectivement à celui qui n'a pas un bon coup de pédale d'avoir un moins mauvais coup de pédale, quoi, mais que ça ne changera pas le problème on va dire, de l'optimisation. Enfin, ça réglera un petit peu, mais ça n'empêchera pas que ce ne sera pas optimal, quoi. Un plateau rond avec un index de coordination nickel, voilà, le gars, il va effectivement optimiser sa performance et le renvoi de l'énergie dans les pédales. Un plateau ovale, ça va limiter effectivement le fait qu'il pédale carré, quoi. Mais après, voilà, ça reste pas que mon avis, hein, même sur, voilà, sur des courbes ou des éléments. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pédales, oui, ça va l'aider à pédaler un peu mieux, mais ce qui n'empêchera pas que il va pas. C'est pas ce qu'il faut faire pour effectivement avoir un meilleur coup de pédale. Il vaut mieux avoir un bon travail technique du pédaléron que d'essayer on va dire, de corriger avec du matériel, quoi. Ça peut être un gain, comme le fait d'avoir un vélo plus léger, plus rigide. Après, ça n'empêche pas que c'est le bonhomme qui est dessus et on doit travailler le bonhomme qui est dessus, comme disait David. Donc, le fait de pédaler rond, de travailler à l'entraînement pour avoir un meilleur rapport poids-puissance ou à pied, voilà, avant d'acheter des chaussures avec des lames carbone, va falloir déjà à aller plus vite. Il y a déjà pas mal de choses à faire avant de chercher des gains à tous les niveaux. Après, niveau matériel, forcément, avec des meilleures roues, avec des plateaux ovales, un vélo plus léger, on peut aller chercher des gains. Mais comme dit David, il faut d'abord voir ce qu'on peut travailler sur nous. Ouais, il y a peut-être d'autres témoignages, hein. Christophe a peut-être utilisé, Ouais, Robin ou d'autres, hein. Moi, j'ai déjà utilisé les plateaux ovales.
Franchement, déjà, la première chose, il n'y a qu'à regarder sur les pelotons professionnels le taux d'utilisation. C'est faible. Hein. Et c'est Ouais, faible. mais En fait, il y a aussi un truc, c'est sur les problèmes mécaniques, le passage de vitesse entre les deux plateaux. C'est vrai, j'avais zappé ça, exact. Oui, exact, c'est vrai. Il y avait les ça aussi. rotors, dès qu'il y a un peu d'usure du plateau, c'est une catastrophe. Le plateau, il tombe pas bien. Alors, quand c'est à l'échelle d'une équipe pro, c'est pas grave, ils changent les plateaux régulièrement, mais quand c'est à ton échelle, avec ton petit budget… Je pense aussi que une des raisons pour lesquelles les cyclistes pro l'ont pas, c'est que c'est vachement lié à la position qu'on a sur le vélo. C'est-à-dire que moi, par exemple, je l'ai parce que effectivement j'ai mon beau-frère qui est marchand de cycle, donc c'est un peu facile de tester des choses comme ça. Mais si je suis bien positionné sur mon guidon, donc en gros penché en avant, c'est optimal. Si dès que je me redresse, c'est déjà beaucoup moins intéressant, voire pas intéressant. Enfin, où ça apporte rien de plus. Et donc, quand on fait du vélo de route, on est debout, on est assis, on est un peu dans toutes les positions. C'est pas pareil en fait. Alors que si on fait du chrono, effectivement, sur un triathlon, ça a plus de sens. Et ça a plus de sens si on est bien couché sur son guidon. En fait. Donc après, c'est une question de savoir où est-ce qu'on met effectivement les budgets entre une étude posturale, je pense, et puis avoir des plateaux ovales. J'hésiterais pas sur l'étude posturale, par exemple. Et sinon, le gain, quand on pédale rond, ça peut être moi j'ai vu jusqu'à 20% de rendement en plus, quoi. Donc, alors qu'un plateau ovale, c'est quelques pourcents d'après les chiffres. Mais un vélo propre, par exemple, avec des roulettes qui sont pas encrassées derrière, ça permet de gagner autant. Donc voilà, après chacun il fait ce qu'il veut, quoi. Bon, merci pour tous ces témoignages et ces bonnes questions. Je ne sais pas si certains ont encore d'autres questions, interrogations. Alors après, de toute façon, comme à chaque fois, même en dehors des conférences, n'hésitez pas. Vous avez les mails de David, de Robin, de moi. Si vous avez n'importe quelle question, il ne faut pas hésiter. On est vraiment disponible pour ça. Et puis même lors de tous les entraînements, hein. On est tous dispo pour vous aider à vous situer au mieux dans votre pratique. Et puis, si personne n'a de questions, je vais vous remercier d'être Robin et David pour leurs deux présentations. Merci à vous d'avoir été présents. Et puis à très vite. Bon week-end. Pour ceux qui sont là demain matin, une petite séance cross à 10h au stade Yves Le Mignon, avec des petites courses, des petits relais, histoire de décrasser et de partir serein et en toute bonne conscience fêter Noël. Et puis pour tous les autres, rendez-vous en janvier pour la reprise des entraînements. Merci à toi, Simon. Et puis merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir d'échanger. Merci. Bonne soirée à tout le merci. monde. Merci à vous trois. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Bonne fête de fin d'année. Vous aussi, merci.